Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Bonjour chers auditorices, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Aujourd'hui, nous parlons de conte au féminin. Ah bon ? Parce que le conte serait masculin ou féminin ? Parce que le conte serait genré ? Ah bon ? Il serait peut-être même macho le conte ? Misogyne le conte ? Bon, ne nous emballons pas. De mon point de vue, le conte, il est ce qu'on en fait. Depuis toujours, les histoires reflètent notre intime, nos peurs, nos désirs, nos rêves, mais elles reflètent aussi notre société. Ce sont les individus d'une société qui transmettent les histoires. Et les histoires changent en fonction de l'individu ou de la société. Prenons l'exemple de Blanche-Neige. On y trouve de nombreuses versions de ce conte, dans tous les continents, dans des civilisations très différentes. Et Blanche-Neige, elle n'est pas toujours la faible jeune fille que nous connaissons chez nous. Et si elle revient bien des morts après avoir été empoisonnée, ce n'est certes pas grâce à un baiser non consenti. Je vous renvoie à l'article de la conteuse Praline Guépara, Les sœurs de Blanche-Neige dans Le Monde, si vous voulez approfondir ces questions sur la Blanche-Neige. Le conte, il est ce que les conteurs et les conteuses en font. Et je pense que mon invitée du jour ne me contredira pas. Elle se nomme Silou Martin. Elle est conteuse, chanteuse, poétique. Et tout cela, elle le fait avec une très belle générosité. Sa compagnie, le Zébrophone, est basée dans un petit village du côté de Lusignan. Le Zébrophone œuvre avec passion sur son territoire, va à la rencontre des habitants, des tout jeunes spectateurs et balade les arts de la parole entre réel et imaginaire. Bonjour Silou. Bonjour Céline, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours vers le conte et le métier de conteuse. Alors, c'est un parcours en plusieurs étapes, en plusieurs épopées même. J'ai eu un métier avant d'être conteuse professionnelle et mon métier d'avant était dans le socio-culturel. J'ai été animatrice sur des structures d'éducation pour des structures d'éducation populaire et ça a très fortement marqué mon parcours et je pense jusqu'à aujourd'hui dans mes choix d'histoire. Voilà, donc ça a été un parcours de 15 années de travail en socio-culturel, mais dans lequel le conte accompagnait déjà mon chemin. Ça, j'en ai pris conscience bien plus tard, en fait. Mais voilà, le conte était déjà là, finalement, pour soit amorcer des moments de partage, de retrouvailles, des moments de pause, la petite histoire qu'on se raconte pour faire le petit temps calme, par exemple, mais pas que. Et ça a été aussi un outil pédagogique pendant de nombreuses années, bien avant que je n'ose vraiment raconter des histoires. Je m'y suis retrouvée à raconter des histoires un peu par obligation dans le cadre de ce métier où, pendant une époque, je travaillais sur une structure qui accueillait des classes découvertes et nous avions une veillée conte qui se posait là dans la semaine et un jour est venu mon tour. Et c'est les jambes flageolantes que j'ai raconté ma première histoire, un petit peu éparpillée, mais voilà, quand même, c'était une petite victoire de départ. Et puis voilà, du temps a passé, j'ai pris de plus en plus de plaisir vraiment à les explorer, les découvrir, les raconter, ces histoires qui se semaient sur mon chemin. Et puis un jour, j'ai rencontré le conte, vraiment. En vrai de vrai. En vrai. J'ai entendu des conteurs et des conteuses professionnelles dans le cadre d'un petit festival en milieu rural. Je ne saurais même plus dire dans quel village, parce que c'était il y a longtemps. Mais là, ça a été un flash, quoi. Je me suis dit, waouh! Alors, donc,
c'est un métier. Ça existe. Ça, c'est complètement fou. Là, ça a été une révélation et surtout, ça m'a, alors d'une part, fortement enthousiasmée de découvrir que ça pouvait être un métier. D'autre part, j'étais émerveillée par les paroles que disséminaient ces conteurs et ces conteuses professionnelles, les histoires dans lesquelles ils nous emportaient, le voyage qui m'a traversée. Ça a été un bouleversement intérieur et j'ai compris, ou j'ai touché du doigt à ce moment-là, ce que pouvait être le conte. Alors c'était une petite fenêtre entrouverte sur l'immensité des répertoires, mais ça a été une ouverture pour moi de fenêtre qui m'a sorti un peu des petits classiques que j'avais dans ma bibliothèque ou que je trouvais comme ça, que je rencontrais en fouillant un peu. Et vraiment, ça m'a fait comprendre l'immensité en fait de ces répertoires mondiaux, de culture traditionnelle, d'oralité. Et ça a été une espèce de destination de rêve, là, comme ça, qui s'ouvrait devant moi et où je me disais, waouh, je veux absolument explorer cette chose-là. Et j'y suis allée sur une première formation en 2011. Et de là, j'ai eu la sensation de monter sur le bord de la marmite et puis de glisser dedans et de rester dans le chaudron et de bouillir encore aujourd'hui au milieu des histoires de tout pays et de toutes humeurs et de toutes couleurs. Et je m'en régale et je ne cesse de m'en régaler. Et je m'en régalerai pendant 10 vies parce que je n'aurai jamais le temps en une seule vie d'explorer toutes les histoires qui existent au monde. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Et puis après, donc dans ce chemin, tu as continué et tu as créé ta compagnie, Le Zébrophone, dont je parlais tout à l'heure. C'était en 2016. Oui. Voilà, depuis, le Zébrophone a grandi. Et vous êtes maintenant 4 artistes, c'est ça ? C'est ça. Et, j'ai noté, 4 artistes féminines. Eh oui. Ah. Alors, est-ce que ça, c'est une volonté ? Est-ce que c'est des rencontres ? Pourquoi ? Comment ça se fait ? Alors, je dirais que sans que ce soit une réelle volonté, c'est peut-être quelque chose qui inconsciemment est là, présent, mais ce n'était pas une réelle volonté au départ. Je dirais que c'est un heureux concours de circonstances qui est à la fois le miroir de notre réalité dans le travail, le monde du travail, du conte, des arts de la parole, de l'oralité. Il y a quand même une très grande majorité de femmes, plus de conteuses que de conteurs qui disséminent des histoires partout sur notre territoire de France et de francophonie d'ailleurs, au-delà de nos frontières. Mais ça a été des rencontres effectivement qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu envie de partager des choses et de travailler ensemble. Une première rencontre, la toute première personne avec qui on a fait naître le tout premier spectacle du Zébrophone, c'était simplement une copine de chorale. On chantait toutes les deux dans un chœur de femmes et on chantait des chants du monde. Et moi, j'avais reçu une demande d'une racontée autour de contes africains. Et là-dedans, moi, j'avais envie de chanter. Donc, je lui ai tapé du coude en disant « Chiche, allez, est-ce que tu viendrais avec moi ?» Elle a dit oui. Et voilà, ça a donné lieu à notre premier spectacle. Du haut du Baobab qui a tourné pendant jusqu'à l'année dernière en fait. Pas mal d'années. Voilà, donc a suivi son bonhomme de chemin. Et puis, donc ça c'était Aurore quand même, il faut que je la nomme. Et ensuite sont arrivés Clotilde et Pascal que j'ai rencontrés au Nombril du Monde, à Pougny-Risson, et qui étaient des collègues conteuses intervenantes pédagogiques, c'est-à-dire nous étions toutes les trois intervenantes sur des projets d'école ou des projets avec différents groupes pour lesquels le Nombril était sollicité. Et voilà. Et nous intervenions en tant que conteuses professionnelles. On a vraiment eu une rencontre amicale, humaine. Et de fait, quand le Zébrophone s'est monté, on a eu envie de développer des choses ensemble. Moi, j'ai eu envie de profiter des compétences de mes collègues qui, Clotilde et Pascal, sont toutes les deux musiciennes, en plus d'être conteuses, ce que moi, je ne suis pas. Donc, ça nous permettait aussi d'explorer d'autres terrains de mise en place des histoires et de petits voyages qui pouvaient être aussi sonores.
Donc c'est arrivé comme ça, petit à petit, et puis ça s'est installé comme ça dans la compagnie. Et la toute dernière de nos collègues, Christelle, c'est aussi une rencontre, là, vraiment sur le chemin du conte, puisque c'est quelqu'un que j'ai rencontré la première fois après avoir joué un spectacle. Elle faisait partie des spectatrices, et elle est venue me parler à la fin du spectacle. Et c'était très très chouette, on a parlé longtemps et on s'est recroisés, on a reparlé longtemps et à force de se croiser et de parler longtemps, on a sympathisé et Christelle a mis ses pas sur le chemin du conte, elle aussi. Et voilà, et moi j'ai suivi son chemin, je l'ai trouvé beau, j'ai aimé la regarder éclore dans sa parole de conteuse. Et là, elle en est à un stade où voilà, on lui a ouvert les portes de la compagnie en disant il y a aussi de la place pour tes histoires et ses propositions. Et donc voilà, et depuis 2 ans maintenant, elle travaille avec nous régulièrement. Et est-ce que, selon toi, il y a des différences entre travailler avec un homme ou travailler avec une femme ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences ? Alors ça, c'est une vaste question, je pense, à notre époque, c'est maintenant particulièrement. Mais moi qui ai eu un parcours de travail de longues années en équipe mixte et qui était assez équilibré, je dirais, involontairement paritaire pour certaines, mais relativement paritaire. Et dans un milieu d'éducation populaire plutôt ouvert et plutôt humaniste, donc qui défendait en tout cas des valeurs humanistes, j'ai pas eu la sensation d'avoir des difficultés à travailler avec les hommes dans les équipes que j'ai traversées. Donc encore aujourd'hui, ça n'est pas une position qui m'ennuie ou qui me pose problème ou qui me pose question. Voilà, c'est pas quelque chose qui, en tout cas, est source de réflexion pour moi. Savoir est-ce que j'ai envie d'ouvrir la conversation à un homme ou pas ? Est-ce que ça va être plus difficile ou pas ? J'avoue que ces questions me sont révélées par la jeunesse d'aujourd'hui et les mouvements sociaux, et je les trouve belles et intéressantes, mais voilà, c'est pas quelque chose qui a habité moi mon travail. Donc je ne sais pas quoi répondre, est-ce qu'il y a une différence ou pas. En tout cas, ce que ça m'amène, c'est, pour moi, tout dépend comment on l'aborde. Je pense que effectivement, à partir du moment où on travaille à plusieurs, à partir du moment où on travaille en équipe, il est question d'ouverture, d'acceptation des divergences de points de vue, de considération sur la richesse que ça peut emmener, d'avoir des différences de points de vue, et il est question de place que l'on laisse à la parole de chacun et de chacune, et aux considérations, voilà, de chacun et de chacune. Donc moi, j'ai traversé des équipes féminines dans lesquelles il n'était pas facile de faire sa place, comme j'ai traversé des équipes masculines où j'étais la seule femme, où tout le monde avait une très grande écoute et il était extrêmement facile de tout mettre très ouvertement sur la table sans que ça ne pose aucun problème ou qu'il n'y ait aucune dominance sur la discussion. Voilà, je pense que c'est vraiment une question de choix, de comment on aborde la discussion et de comment on laisse une ouverture et une place à chacun, chacune dans ces discussions. Et notamment, il y a souvent quelque chose qui revient quand on est au niveau de l'artistique. On parle de créativité masculine ou créativité féminine. Est-ce que, enfin voilà, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Ah, alors, je vais faire un petit switch. C'est drôle, il y a vraiment pas très longtemps, j'ai recroisé un article qui parlait des cerveaux droits, cerveaux gauche, plutôt féminin, masculin, les cerveaux de la création, que l'on donne plutôt être le cerveau droit et donc que l'on associe plutôt au féminin. Là encore, à mon sens, il est question de quelle part on laisse. Alors si on s'appuie sur cette chose-là
qui est faussement scientifique, hein, c'est un mythe, disent les scientifiques. Il n'y a pas d'utilisation plus du cerveau droit ou du cerveau gauche, paraît-il. Bon, enfin, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des conteurs et des conteuses. Pour moi, il y a une question de quelle part on laisse chacune à son côté féminin et à son côté créateur, qui, pour moi, est effectivement associé au féminin, dans le sens où la création, c'est une gestation. Quand on crée un spectacle, on a quelque chose qui germe et puis qui est en gestation et puis qui nous occupe le corps et l'esprit, et de plus en plus jusqu'à avoir le besoin d'éclore. Et voilà, et cette éclosion d'une œuvre artistique, elle est comme un accouchement. À un moment donné, on s'en libère, et il faut qu'on s'en libère et qu'on la présente à d'autres. Donc je dirais que voilà, pour moi, la création, elle a ça de féminin. D'accord. De ce côté de matriciel, quoi, de organique, de gestation qui nous occupe, qui nous habite. Mais je ne vois pas pourquoi les hommes ne pourraient pas laisser pleinement s'exprimer leur côté féminin et leur côté créatif. Donc, je ne crois pas non qu'il y ait de création plus masculine que féminine. Après, encore une fois, peut-être qu'il est question de propos, après, derrière, dans l'œuvre, de quoi on parle. Oui. Peut-être qu'il y a des choses plus marquées, plus genrées ou plus sexistes, ou plus, je ne sais pas, mais... Ou plus orientées. Certainement. Par exemple, quand on regarde un peu les histoires que tu racontes, quelqu'un pourrait te taxer d'avoir une orientation un peu plus féminine, voire féministe, avec des personnages forts, féminins, comme la vieille mère, qui est la créatrice du monde. Voilà, ça, c'est un personnage puissant. Il y a la trollesse aussi, qui est un personnage puissant, mais dans le sens qui fait peur un peu. Voilà, il y a la femme perdrix également. Alors, voilà, pourquoi tous ces personnages ? Alors, peut-être parce que je parle de ce que je connais. Peut-être, dans un premier temps. Je pense qu'il y a il y a un genre d'identification. Il y a des personnages féminins, ou en tout cas la féminité de certains personnages qui résonnent en moi, qui peut faire écho à soit des étapes de vie que j'ai pu traverser, soit des questionnements que j'ai pu traverser, soit des envies de libération que j'aimerais avoir et que peut-être je n'ai pas encore. Donc oui, je pense qu'il y a de ça, un côté d'identification. Et puis, je me rends compte aussi que ça rejoint un peu ce que je disais sur la question précédente, ce côté matriciel ou de gestation ou d'origine. Je me rends compte que les histoires qui me plaisent et qui m'appellent sont souvent des histoires d'origine, pas que, mais voilà, des espèces d'histoires de création comme ça, d'enfantement, du comment sont nés les nuages, du comment est né le monde, Donc c'est en ça que j'aime ce personnage de vieille mère, créatrice du monde. Alors vieille mère parce que c'est une gestation, encore une fois, il y a une matrice, il y a quelque chose du terrain là-dedans. Mais j'aime aussi les personnages, j'aime aussi les histoires de métamorphose, alors qui parfois peuvent être masculines, hein, mais je pense que dans les contes qui m'appellent, il y a effectivement beaucoup d'histoires comme ça qui me plaisent, de métamorphose de femmes, mais parce qu'elles me racontent à moi le fait que notre monde est en évolution perpétuelle, permanente, et que nous-mêmes, nous sommes faits de plusieurs peaux, de plusieurs couches, de plusieurs mues, que nos chemins ne sont pas tout tracés, que j'aime les histoires où ces femmes se saisissent de quelque chose de leur destinée, pour employer un mot qui est commun dans les contes, et pour en faire un nouveau chemin, ou pour dépasser quelque chose qui les empêche de se déployer pleinement. J'aime les contes qui racontent des éclosions féminines comme ça. Voilà. Et il y a quand même au fond de moi un tout petit côté qui n'est pas ce que je mettrais en avant, mais un petit côté qui pourrait être taxé effectivement plus de féministe. Mais voilà, il y a beaucoup de héros. Je mets beaucoup de guillemets à ce héros-là.
dans nos sociétés, c'est-à-dire on est dans une époque où on continue quand même de mettre en avant beaucoup la force, le combat, la réussite, voilà, et où la place des femmes est encore un peu en arrière, un peu étouffée. Il y a beaucoup de femmes dans notre histoire, l'histoire avec un grand H, qui ont été oubliées, voire totalement évincées, et que raconter des histoires de femmes, c'est aussi une façon de remettre un peu de place à ces personnalités-là, à ces personnages-là. Et donc de laisser peut-être un peu de côté les personnages dont tu parles, les grands héros, que ce soit des chevaliers ou même des tout jeunes enfants faibles et tout, mais qui sont souvent des garçons qui sont sur un chemin en effet, et qui un chemin où ils vont être révélés à la fin, mais souvent des personnages masculins quand même. Oui, c'est vrai. Alors après, j'ai le sentiment, parce que moi, je pense qu'en tant que conteuse ou conteur, on raconte les histoires qui nous attrapent, c'est-à-dire celles qui résonnent tellement que, à un moment donné, elles sont là dans notre tête, dans nos poches, et elles viennent s'agiter dans notre bouche. Il faut qu'on les raconte parce qu'il y a une résonance qui est toute personnelle, peut-être même intime. Donc effectivement, moi, c'est moins les histoires que je vais avoir envie de raconter, bien que j'en raconte quand même aussi, des histoires de héros masculins. Hein. Je ne les mets pas de côté, je ne les chasse pas. Mais c'est vrai que y a peut-être plus de résonance sur des histoires où des héroïnes vont suivre leur chemin et leur propre combat. Mais je pense aussi que, comme tu le disais en introduction, les contes, ils sont ce qu'on en font, et ils sont aussi le reflet d'une époque. Moi, je pense que la littérature a eu une force magnifique qui a été d'inscrire des récits oraux dans des livres qui nous permettent, nous, aujourd'hui, en 2025, d'ouvrir ces mêmes recueils et de pouvoir profiter de ces histoires et de pouvoir les ressaisir et les re-raconter, et peut-être elles se seraient oubliées si elles n'avaient pas été collectées. Pour autant, merci Monsieur Perrault d'avoir inscrit dans toutes les têtes que les contes avaient une morale. Merci Messieurs Grimm d'avoir inscrit dans toutes les têtes que les héros étaient des combattants masculins, chevaliers. Voilà, je pense que la littérature est aussi marquée par l'époque où elle a été faite. C'est-à-dire que les auteurs d'aujourd'hui écrivent avec ce qui fait notre époque, donc avec les questionnements qui se posent, et qu'il y a certainement plus d'inclusion et certainement plus d'ouverture aux femmes. Mais au XVIe ou XVIIe siècle, ce n'était pas la société. Voilà, on était dans une société paternaliste où ces dames pouvaient vivre leur petite vie comme elles le voulaient dans leur salon, mais la société était dirigée par des hommes. Et ça se traduit dans les histoires qui ont été écrites. Donc je pense qu'il y a quand même un petit revers de la littérature dans ce domaine-là, qui a inscrit cette idée qu'effectivement, il y avait beaucoup de héros avec beaucoup de muscles et de force et de courage, et que les femmes pouvaient être reléguées, en tout cas ce qu'on en pense aujourd'hui quand on l'analyse, mais que les femmes pouvaient être reléguées aux tâches ménagères. Moi, j'y mettrais la petite nuance que en faisant ça, en faisant ce raccourci-là, on perd énormément de symbolique dans ce que racontent ces mêmes histoires, et que les tâches ménagères ont beaucoup plus de profondeur. Le nettoyer ou le trier le grain de livret chez la sorcière Baba Yaga a beaucoup plus de profondeur dans ce que ça raconte que le simple fait de trier des choses intriables, et qu'en plus de ça, c'est encore une petite fille qui s'y colle. Voilà, je pense que c'est un peu caricatural de le poser dans ces termes-là. Et est-ce que dans toute cette littérature orale, il y aurait un personnage féminin peut-être dont tu n'as pas encore parlé, mais que tu aimerais, vers lequel tu as envie d'aller? Alors, il y en a plein, je pense. Il n'y en a pas un, mais si je devais faire un archétype, je dirais... j'aime les personnages qui, à un moment donné, se rebellent pour renverser les choses. J'aime alors celle qui est plus connue dans ses versions Mille et une nuits, donc Scheherazade,
pour évoquer une star des contes. Mais on a une version européenne que Henri Gougaud a intitulée « La mère des contes », que je trouve être une merveilleuse héroïne, une femme qui a sa vie en danger et qui, pour sauver sa vie, va se mettre à raconter des histoires, à libérer sa parole pour tenir en haleine tout le monde autour d'elle. Et avec cette simple chose-là, avec cette simple ouverture de parole, elle va renverser tout ce qui était établi ou tout ce qui était annoncé pour elle. Et j'aime ces personnages-là, qui renversent. C'est le cas de la femme perdrix aussi, qui s'échappe dans son conte, qui renverse aussi une situation pour s'affirmer simplement en tant qu'individu qui a le droit d'exprimer son point de vue, et en tant que femme avec ce qu'elle porte de sagesse, de savoir et de fertilité dans le corps et dans l'esprit. Voilà. J'aime bien ces personnages un peu rebelles, quoi. Ouais. Je crois. Et donc, Silou Martin serait peut-être une conteuse féministe, quelque part. Grande question. Alors, je dirais que j'ai un féminisme non affirmé, mais assumé. C'est-à-dire c'est-à-dire que je n'ai pas la sensation... Je n'ai pas la sensation d'être féministe dans le sens militant du terme. C'est-à-dire je ne vais pas m'ériger debout, poing levé, en toutes circonstances pour dire non, mais là, ça n'est pas possible, il faut considérer les femmes. Mais pour autant, je pense que oui, je fais des choix dans mes racontées qui ne sont pas innocentes. Je me sens plus humaniste que féministe. Je me sens plus écologiste que féministe. Donc peut-être que je suis écoféministe sans le savoir. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, à la fois j'ai des choix assumés. Donc oui, j'ai envie de mettre en lumière certaines héroïnes. J'ai envie de mettre en lumière une certaine force des femmes. J'ai envie simplement qu'on en parle, en fait, de ces femmes. Voilà. De là à m'affirmer, de là à m'étiqueter féministe, je ne sais pas. Mais je ne le renie pas. D'accord, donc je peux continuer à le dire. Oui, j'en serais pas fâchée. Merci. Et alors pour finir un peu notre conversation autour du conte au féminin, j'aimerais qu'on parle aussi du métier en lui-même. Ouais. Tous les métiers des arts de la parole et donc des conteurs et les conteuses. Tu disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de conteuses dans ce métier. Mais souvent, quand on regarde les spectacles, les spectacles programmés dans les festivals ou les théâtres, on trouve beaucoup de conteurs et pas beaucoup de conteuses. Alors, comment on explique ça ? Je pense qu'on l'explique de la même manière que dans tous les autres métiers de notre société. Je pense qu'on laisse effectivement plus facilement une visibilité aux hommes qu'aux femmes. Ça change, ça bouge, c'est en train d'évoluer. Mais c'est aussi en train d'évoluer parce que des conteuses se mobilisent et voilà, et œuvrent pour avoir des portes ouvertes sur un peu plus d'espace de représentation. On est encore, je trouve, dans une petite caricature du métier où les femmes sont les conteuses qui vont raconter en école, par exemple. C'est une des premières choses que l'on me demande, moi, quand on me dit « mais vous en faites votre métier, mais alors vous allez raconter où pour les enfants ?» Oui, aussi. Aussi pour les enfants, mais pas que. Donc je pense qu'il y a des petits préjugés tenaces comme ceux-là qui sont... oui, on va être la petite conteuse qui va raconter au bord de l'eau dans un joli petit coin. On va être la conteuse qui va raconter avec les petits. Donc ce qu'on fait en effet, avec joie, mais pas que. Et le côté accès au plateau, par exemple, est effectivement aujourd'hui encore beaucoup plus, peut-être beaucoup trop, réservé aux hommes
qu'aux femmes conteuses, alors que nous avons de grandes conteuses en France et dans les pays francophones qui méritent très largement leur place sur un plateau de théâtre, y compris sur des grandes scènes. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi un préjugé sur le conte art mineur, qui est quand même encore considéré comme un art un peu mineur, moins prestigieux que le théâtre ou que d'autres arts. Voilà, ce qui est pourtant aussi de moins en moins vrai dans tout ce qui se travaille en conte à l'heure actuelle. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'ouvrir les portes, c'est compliqué d'ouvrir les confiances des programmatrices. Voilà, c'est compliqué. Ça reste une réalité. Oui, malheureusement. Mais une réalité qui va peut-être changer petit à petit. Qui change. Moi, je suis sûre que c'est déjà en chemin. Oui. Ça se discute déjà autour de tables rondes, sur des festivals. Ça se discute... voilà, il y a aussi de grands festivals qui ont été renvoyés à cette question. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même... le choix des programmateurs ou programmatrices. Donc, c'est à eux aussi de s'impliquer sur ces questions-là. Oui. Et il y a aussi, d'ailleurs, je voulais en parler à nos auditorices, pour approfondir ce thème, il y a l'Association professionnelle des artistes, conteurs et conteuses, l'APAC. Et donc, sur leur site, il y a tout plein de collectifs qui font un travail de recherche très approfondi sur différentes thématiques autour du conte, dont l'une qui est sur la question d'égalité des genres dans le conte, donc dans les contes qu'on raconte, et aussi dans le milieu du conte. Voilà, donc sur leur site, l'APAC, APA2C, vous aurez aussi plein de choses à découvrir si vous souhaitez tout approfondir. Des questionnements aussi sur le langage inclusif, comment raconter avec un langage inclusif, ce qui n'est pas que simple avec notre langue française merveilleuse et très fournie, mais voilà, de moins genrer la raconter, c'est aussi un questionnement avec des ateliers menés au sein de la voilà, PAC. c'est ça, oui. Qui est un questionnement à l'oral, à l'écrit, mais à l'oral aussi beaucoup. Eh bien, merci Silou pour toute cette discussion. Un grand merci à très toi. Très enrichissante. Et pour finir, alors, est-ce que tu aurais quelques dates dans ton agenda à venir, à nous, si on a envie de venir te découvrir tes spectacles ? Alors, quelques petites dates, mais alors pas beaucoup de choses pour l'instant validées, confirmées. Une série à la fin du mois de mars, avec le spectacle Du vent dans les ailes, qui est le cycle de Vieille Mère numéro 1. Que j'ai vu, qui est très beau. Merci. On va jouer 6 fois à Royan et à côté de Royan, donc 2 fois à Vaux-sur-Mer et 4 fois à Royan, mais ce sont des représentations scolaires et c'est complet, messieurs, dames. Ensuite, on a une représentation le 5 avril avec Le Ventre, poésie électrique. Là, on est sur un spectacle ado-adulte. Et on joue chez l'Habitant, à Mignaloux-Beauvoir, à côté de Poitiers. Et ensuite, on a le 19 juillet, où là, on sera à nouveau avec Du vent dans les ailes, pour la fête de quartier du centre socio-culturel Le Colibri, à La Couronne, à côté d'Angoulême. Et plein d'autres dates, mais qui ne sont pas encore confirmées. Donc on ne peut pas en parler. Pardon. Mais si on veut aller voir déjà les dates là dont tu nous as parlé, et puis les prochaines, on peut aller sur le site du Zébrophone. Absolument. Voilà. Très bien. Et tout y est. Tout y est. Eh bien, après aussi, du côté de la Fabrique des Échos, vous pouvez aussi aller voir sur le site. On a bientôt le stage de lecture à voix haute. Il aura lieu les samedis 12 et 19 avril et il n'est pas complet. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Voilà, si vous souhaitez apprendre ou approfondir ce travail de lecture devant public, qui est un travail différent de celui du conte, mais aussi très intéressant. Et puis les premières dates du festival Juste Éclos. Alors, ça commence le vendredi 4 avril à 18h30 par le vernissage de l'exposition. Cette année, c'est Penny Peckman qui travaille le cyanotype et qui va nous
exposer, nous expliquer, qui nous fera même profiter d'un atelier au cours du festival. Donc voilà, l'exposition s'appelle « Voyez la vie en bleu ». Ce sont des magnifiques bleus tout en poésie. Et le samedi 5 avril à 20h30, une conteuse, Warlotte, et son spectacle Troll, qui évoque son voyage dans les terres du Grand Nord. Vous pouvez réserver sur Hello Asso, rubrique Juste Éclos. Merci pour votre écoute. Merci Silou. Merci. Merci pour vos oreilles. On se retrouve le mois prochain. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.